Bonjour, c'est Gabriel de SmartCours. Aujourd'hui, on va voir le sujet Antilles-Guyane septembre 2013 sur les lois de Kepler. Mais avant cela, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à lâcher un pouce bleu. Donc voici l'énoncé, dont je vous laisse prendre connaissance. Les questions sont juste après. Et maintenant, on commence la correction. Alors, question 1. L'énoncé nous indique que Hubble est positionné sur une orbite à une altitude quasi constante de la surface de la Terre. Donc, dans le référentiel géocentrique, la trajectoire de Hubble est circulaire. Question 2. Donc, question ultra classique qu'il faut savoir faire. On appelle vecteur F de t sur h la force d'attraction gravitationnelle exercée par la Terre sur Hubble. On considère que Hubble n'est soumis qu'à cette force, c'est l'énoncé qui nous l'indique, puisqu'on néglige les forces exercées par le Soleil sur Hubble. Dans le repère de Freinet, on a vecteur accélération qui est égal à v carré sur rt plus h, rt plus h étant la distance séparant le centre de la Terre et Hubble, fois le vecteur unitaire n, plus dv sur dt, fois le vecteur unitaire u. La seconde loi de Newton appliquée au système Hubble dans le référentiel géocentrique supposé galiléen donne f de t sur h égale masse par l'accélération. Ensuite, on remplace f de t sur h par ce à quoi c'est égal, c'est-à-dire grand G, constante de gravitation, fois masse de Hubble fois masse de la Terre sur rt plus h au carré, fois le vecteur unitaire n, égale masse par l'accélération. Ensuite, on simplifie par petit m, la masse de Hubble, et on obtient une certaine expression de l'accélération, qui s'écrit encore vecteur accélération égale gmt sur rt plus h au carré fois le vecteur unitaire n, plus 0 fois le vecteur unitaire u, de manière à pouvoir exprimer l'accélération avec les vecteurs unitaires du repère de Freinet. Ensuite, on procède par identification. Donc, on a deux expressions de l'accélération, une dans le repère de Freinet et une avec l'application de la deuxième loi de Newton. Et on regarde les coefficients qui sont associés à u. Donc, on a dv sur dt qui est égal à 0. Et donc, si la dérivée de la vitesse par rapport au temps est nulle, ça veut dire que la vitesse est constante. On en conclut donc que, dans l'approximation d'une trajectoire circulaire, le mouvement du télescope Hubble est uniforme. Question 3. Donc là, je reprends l'expression de l'accélération dans le repère de Freinet. Je reprends l'expression de l'accélération après l'application de la seconde loi de Newton. Et ce coup-ci, je vais identifier les coefficients qui sont associés à n. Donc, comme c'est deux fois le vecteur accélération, les coefficients sont forcément égaux. Donc on obtient v carré sur rt plus h qui est égal à gmt sur rt plus h au carré. Ensuite, je vais isoler tout d'abord v carré, donc je vais multiplier à gauche et à droite par rt plus h, et ensuite, ça va me faire gmt sur rt plus h, et ensuite, je claque la racine. Question 4. Donc, on rappelle que la vitesse, c'est une distance sur un temps. Alors la distance, c'est quoi? C'est le périmètre d'un cercle, et le temps, c'est la période de révolution. Donc, une autre expression de la vitesse, c'est v égale 2pi rt plus h sur t. On fait un petit produit en croix et on obtient donc une expression de la période qui est égale à 2pi rt plus h sur v. Question 5 à présent. Donc, on rappelle la troisième loi de Kepler, soit a le demi-grand axe de la trajectoire et t la période de révolution de la planète étudiée. On a alors t carré sur a cube qui est égal à une constante. D'après la question 4, on a t qui est égal à 2pi rt plus h sur v. On élève au carré. Ça nous fait 4pi carré r carré sur v carré. Alors je rappelle que l'énoncé nous indique que petit r c'est égal à rt plus h. Et ensuite, d'après la question 3, on sait que v égale racine carrée de gmt sur r. Donc là, très simplement, on va remplacer le v par racine de gmt sur r. Et on obtient donc t carré égale 4pi carré sur gmt sur r. Divisé par une fraction, ça revient à multiplier par son inverse. Donc ça nous fait 4pi carré r carré fois r sur gmt, ce qui nous fait donc 4pi carré r cube sur gmt. Ensuite, on divise à gauche et à droite par r cube, et on obtient donc t carré sur r cube égale 4pi carré sur gmt, c'est-à-dire une constante. Question 6. Donc d'après la question précédente, on a t carré sur r cube qui est égal à 4pi carré sur gmt.
On multiplie à gauche et à droite par r cube, et ensuite on claque la racine et on obtient t égale racine carrée de 4pi carré r cube sur gmt. Après on passe à l'application numérique. Donc attention, les données sont en kilomètres, mais les unités doivent être mises en mètres. C'est pour ça que le 6370 km, on le change en 6370 fois 10 puissance 3 mètres. Pareil, l'altitude, les 600 km, on remplace les kilomètres par des mètres, donc ça fait 610 puissance 3. Et les masses restent en kilogrammes. On obtient donc 5,79 10 puissance 3 secondes, ce qui nous fait environ 96,6 minutes. Donc on a simplement divisé le temps en secondes par 60, puisque 1 minute égale 60 secondes pour obtenir le temps en minutes.